Chers amis, bonjour. Le fascisme passera-t-il dans toute l'Europe? Depuis l'arrivée d'Adolf Hitler au pouvoir en Allemagne en 1933 et les événements de février 1934, la question se pose en France. Les élections municipales de 1935 à Marseille se traduisent, comme partout, mais plus encore qu'ailleurs peut-être, par l'affrontement, souvent violent, entre fascistes ou pro-fascistes et antifascistes. Les résultats mettent très vite en exergue l'audience et la progression du courant socialiste dans toutes les Bouches-du-Rhône. À Marseille même, la SFIO, menée par Henri Tasso, l'emporte largement grâce aux dissidences communistes. Henri Tasso devient maire de Marseille et premier adjoint tout-puissant du maire précédent, Simon Saviani, dont les sympathies pour le régime de Mussolini sont connues, se retrouve parmi les opposants au conseil municipal. L'arrivée du Front populaire en 1936 semble vouloir redonner des couleurs à Marseille. Si les milieux d'affaires et les banquiers marseillais s'inquiètent des projets et surtout des propos de certains ministres, comme Vincent Auriol, ministre des Finances, qui déclare « La banque, je la ferme, les banquiers, je les enferme », les Marseillais, dans leur ensemble, ne cachent pas leur satisfaction. Le Front populaire, c'est d'abord pour eux, comme pour tous les Français, les congés payés. Grâce aux congés payés et à la semaine de 40 heures, les salariés découvrent des loisirs nouveaux, le sport, la culture. Marseille se dotera d'une maison de la culture au 68 rue Sainte, la toute première en province. Elle sera inaugurée par Louis Aragon et Jean Giono. Le peintre Antoine Seurat, avec à ses côtés Pierre Ambrogiani et François Diana, est chargé de l'organisation d'expositions d'art moderne et de peintres provençaux. Aux élections législatives, le communiste François Billoux bat Simon Saviani et Jean Christofol est élu à Marseille. Le 1er mai, Rouge Midi titre sur la victoire communiste, une victoire historique, incontestable dans la cité phocéenne et toute la région méditerranéenne. La droite sauve les meubles. Quant à la SFIO, que les Marseillais rendent en partie responsable de l'image lamentable faite à Marseille en 1934, elle ne compte plus que 5 élus dans le département, dont 3 à Marseille, Henri Tasso, Raymond Vidal et Albert Lucchini. Jean Christofol déclare vouloir rendre son honneur à Marseille et précise que Maurice Thorez a beaucoup de respect pour Marseille, qui fut toujours en pointe des grands combats de la classe ouvrière. Comme pour répondre à ces attentes, la cité phocéenne se met en grève dès le 23 mai. Ce sont d'abord les métallurgistes de Coder, puis ceux des aciéries du Nord et des forges et chantiers de la Méditerranée. Les grèves s'étendent bientôt aux dockers, aux marins, aux grands et petits établissements industriels et commerciaux. Au slogan traditionnel, il est à noter que s'ajoutent des exhortations en faveur de Marseille, accusées de tous les maux par le reste de la France, à travers les médias et tout particulièrement la presse parisienne. Il est symptomatique de constater que les mêmes arguments sont employés par la droite, et surtout l'extrême droite, et que l'objectif est identique: rendre à Marseille sa dignité. Mais droite et gauche s'accusent mutuellement d'avoir fait de Marseille, aux yeux de l'opinion publique, une fille facile, une
une exaltée, une criminelle, que sais-je encore? Louis Bancal, le rédacteur en chef du Petit Marseillais, lance lors d'un meeting: le Petit Marseillais est avec vous contre l'entreprise révolutionnaire, le point levé, le communisme et les patrons bolcheviques russes. Jacques Arnoux, de son côté, stigmatise l'envahissement des étrangers à Marseille. Il faut dire qu'il y a alors dans la cité phocéenne 100 000 Italiens, 15 000 Espagnols et 20 000 Arméniens. Les logements manquent, beaucoup sont insalubres et les taudis se multiplient. Déjà, le problème du logement indigne fait la une de certains journaux. Quant au chômage, il devient de plus en plus préoccupant. Marseille, tout en continuant à subir d'incessantes humiliations de la part des Parisiens, est donc tiraillée, écartelée entre ses enfants. Pourtant, avec sagesse, certaines personnalités marseillaises de droite comme de gauche s'efforcent de briser cette logique d'affrontement entre deux clans hostiles. Jean Chrysоphole prône l'union de tous les Marseillais pour le progrès et le bien de tous, et tend la main aux catholiques et à la droite modérée. Le républicain modéré, Louis Régis, exhorte les Marseillais à faire abstraction de leurs différences, car Marseille a besoin de tous ses enfants pour se reconstruire. Des femmes, des hommes, de tous les milieux et de toutes les opinions répondront à cet appel et s'efforceront de faire triompher la raison sur les fanatismes de tout poil et à briser cette spirale de la violence gratuite. Un jour, à la hauteur de la réserve, Louis Aymar, notre champion cycliste de l'époque, alerté par des cris, sauta de sa bécane et sépara deux jeunes garçons de 16 ou 17 ans qui étaient prêts à en venir aux mains, non pas pour une fille, mais pour la politique. Il leur fit toucher du doigt le côté puéril de leur dispute et leur fit comprendre qu'ils devaient d'abord se dire qu'ils étaient Marseillais avant d'être de droite ou de gauche. Et s'ils voulaient vraiment se mesurer, qu'ils le fassent donc sur un stade ou dans une piscine, mais surtout pas dans la rue, comme des vauriens. Il faut souligner aussi, durant cette période difficile, les efforts considérables de Monseigneur Dubourg, l'évêque de Marseille, pour tenter de restaurer cette image ternie de notre cité et concilier l'inconciliable. Les processions, notamment à Notre-Dame de la Garde, les messes, les rassemblements se multiplient. Ces manifestations se défendent d'être des répliques de celles du Front populaire. Elles se veulent d'ailleurs totalement apolitiques et réunissent des catholiques de droite et des catholiques proches des idées de gauche, des royalistes toujours influents et des républicains modérés. Monseigneur Dubourg demande à chacun de prier d'abord pour la France, pour la paix et pour la réconciliation générale. Il demande aussi de prier pour notre sœur, l'Espagne, où débute alors la plus effroyable des guerres civiles du siècle. La plus effroyable. Le qualificatif n'est pas exagéré, malheureusement. L'Espagne est une république depuis le 14 avril 1931, à la suite des élections municipales et du départ en exil du roi Alphonse XIII. Il faut savoir que les immigrés espagnols, à la recherche de meilleures conditions de vie, étaient nombreux en France depuis la fin du XIXe siècle. Ils constituaient la troisième nationalité étrangère. Et en 1926, les trois quarts des 3
322 000 Espagnols établis en France habitaient au sud d'une ligne Bordeaux-Marseille. Presque tous venaient de régions proches, catalans, aragonais et levantins, dans le Languedoc et en Provence, basques ou navarrais en Aquitaine. En 1931, 55 000 immigrés espagnols travaillaient dans l'agriculture, surtout dans les vignobles du Midi. La plupart étaient journaliers, mais la majorité des Espagnols habitaient plutôt dans les départements industrialisés. À Marseille, ils travaillaient surtout dans l'industrie, le bâtiment et la chimie. Ils épousaient souvent des Marseillaises, et le nombre élevé de mariages mixtes dans les années 30 est le reflet d'une intégration réussie. La proclamation de la République souleva tous les espoirs et décida un grand nombre d'entre eux de repartir, confiants dans les promesses du président Niceto Alcalá Zamora. Mais beaucoup furent assez déçus. Trouver un emploi restait difficile, et la République était fragile. Elle ne tenait que sur un fil, et le pays commença sa lente marche vers l'abîme. Tout commença le 17 juillet, avec l'annonce du pronunciamento de l'armée espagnole au Maroc. Barcelone et toute la Catalogne, Valence au passé glorieux, puis Madrid, la capitale, se soulèvent, n'acceptant pas ce putsch militaire. Aussitôt, les prises de position en faveur des républicains espagnols se multiplient en France et tout particulièrement dans les Bouches du Rhône. Marseille, du fait de sa proximité géographique avec l'Espagne, est en première ligne. Il existe par ailleurs des liens très étroits entre Marseille et plusieurs cités espagnoles, à commencer par Barcelone. Dès le mois d'avril, Henri Tasso avait transmis par l'intermédiaire du poète fait libre marseillais Georgi Reboul un message en provençal à l'alcade de Barcelone, l'équivalent de notre maire. Déjà, en 1933, alors que l'Espagne n'était pas encore en proie à la guerre civile, Georgi Reboul, en compagnie du maire de Marseille de l'époque, Georges Ribaut, avait remis à Barcelone, à l'occasion du 100e anniversaire de la Renaissance catalane, au nom des 250 jeunes Marseillais qui l'accompagnaient, le livre d'or des Provençaux au président de la Généralité de Catalogne. En avril 1936, aux côtés de Georgi Reboul, ce sont près de 80 Provençaux qui sont reçus officiellement par la cité catalane et font connaître quelques jours plus tard, dans le Petit Provençal, leur soutien sans réserve à la Catalogne républicaine. Puis, le mois suivant, le 24 mai, un romancier de 35 ans, André Malraux, est invité par la toute jeune Maison de la Culture de Marseille et lors d'une conférence à l'Alcazar, dans une salle comble, il raconte avec toute sa fougue et sa passion la révolte des Asturies à laquelle il avait participé en octobre 1934. Ce dilettante, sans diplôme, cet aventurier, qui parcourait le monde et s'engageait dans tous les mouvements de libération des peuples, notamment en Indochine, ce dandy, pilleur de temples, qui fera de la prison pour cela, était reconnu comme le maître du roman contemporain depuis que le prix Goncourt lui avait été décerné en 1933 pour la condition humaine. Proche du Parti communiste, mais aussi des mouvements anarchistes, il dénonçait de meeting en meeting la répression de la classe ouvrière en Espagne et la montée du fascisme.
En 1936, il rencontrera à Madrid le président Manuel Azaña. Il ne se passait pas alors un jour sans que des fusillades éclatent entre militants de gauche et monarchistes ou nationalistes, car la République, qui avait été proclamée dans l'enthousiasme populaire, n'apportait aucun changement significatif à la société et ne touchait pas aux privilèges exorbitants des possédants. La Constitution alors adoptée, de l'aveu même du socialiste Largo Caballero, allait être aussi efficace pour soigner les maux de l'Espagne qu'une aspirine pour soigner une appendicite. Mais l'urgence en 1936 était de lutter contre les militaires fascistes. À l'issue de sa rencontre avec le président Azaña, Malraux prononça un discours destiné aux intellectuels enfermés dans leur tour d'ivoire, dont on a retenu cette exhortation prémonitoire. Nous savons que nos différends avec les fascistes, il faudra un jour les résoudre avec des mitrailleuses. Sur le port de Marseille, le 19 juillet 1936, 2 jours seulement après l'annonce du pronunciamento, l'hebdomadaire communiste Rouge Midi accuse les fascistes espagnols qui mettent leur pays à feu et à sang et appelle tous les Marseillais de bonne volonté à aider par tous les moyens possibles l'Espagne républicaine. Le puissant syndicat des dockers est le premier à répondre à cet appel et à se mobiliser en faveur des républicains espagnols, suivi de la CGT. Mais ni celui-ci, ni les autres partis de gauche ne font l'unanimité chez les dockers qui, dans leur ensemble, restent dubitatifs. André Giraud a tout juste 28 ans. Il est né de mère corse d'origine espagnole et de père inconnu. Il est docker et il a trouvé ce travail 6 ans plus tôt, en janvier 1930, grâce à l'appui de Simon Saviani, alors au début de sa carrière politique et qui jouissait d'une véritable vénération dans le monde ouvrier et particulièrement chez les dockers. André l'avait rencontré un peu par hasard dans un petit bistrot de la place de l'Anche. Il cherchait désespérément du boulot et Saviani l'avait aidé à entrer comme docker au port. Depuis ce jour, il le considérait un peu comme son père. 1 an après son embauche, il avait épousé, à l'église des Accoules, la sémillante Martine, la fille unique de l'extrada de la rue du Petit Puy. Et Saviani avait même assisté à leur mariage, puis au baptême de leur fils. André Giraud est particulièrement touché par les événements qui se déroulent en Espagne, peut-être à cause des origines espagnoles de sa mère. Dès le 23 juillet 1936, plus d'1 millier de Français sont évacués de Barcelone et arrivent à bord du paquebot Sheila. Ils sont accueillis en présence des autorités militaires, municipales et religieuses au chant de l'Internationale et de la Marseillaise qui, en la circonstance, cohabitent. Le lendemain, le Djenné rapatrie près de 1100 personnes, dont 500 sportifs des Olympiades populaires espagnoles organisées dans la capitale catalane. Désormais, il ne se passera pas une semaine sans que n'arrivent dans le port phocéen des réfugiés espagnols, mais aussi français, anglais, américains. Le 29 juillet 1936, sur le Rakati, à l'extrémité ouest de la butte Saint-Charles,
lieu symbolique des rassemblements ouvriers à Marseille, des milliers de personnes se retrouvent pour assister, dans un climat de liesse, à un meeting de solidarité avec la République espagnole, prélude à d'autres manifestations tout aussi enflammées. Un peu partout en France, des comités secrets, comme le Comité international de coordination et d'information pour l'aide à l'Espagne républicaine, présidé par Victor Bache, président de la Ligue des droits de l'homme, et Paul Langevin, professeur au Collège de France. À la section française du Secours rouge international, créée dans l'orbite communiste, répond celle de la solidarité internationale antifasciste, proche des libertaires espagnols. Dans la cité phocéenne, un comité de défense de la République espagnole est créé dans le but d'apporter une aide sous forme de ravitaillement comme de matériel de communication, tandis qu'à Paris, Léon Blum propose la non-intervention en Espagne et fait fermer nos frontières avec l'Espagne, démontrant la pusillanimité de la France, pour ne pas employer le mot lâcheté, rejointe dans sa position par le Royaume-Uni et la quasi-totalité des pays européens. Le 31 août, 3 camions ornés des drapeaux rouges, tricolores et de la République espagnole quittent Marseille, affrétés par le comité de défense et les sections syndicales de l'Estac. C'est le premier des nombreux convois routiers vers l'Espagne partant de Marseille. Vont également s'organiser à ce moment-là les premières livraisons d'armes vers l'Espagne, par terre et par mer. Le port de Marseille est un lieu stratégique de première importance. Au fil des semaines, le matériel, mais aussi les volontaires à destination de l'Espagne républicaine, passent en grande partie par ce port. Marseille étant par ailleurs la principale base des navires de France Navigation, compagnie maritime organisée par le Parti communiste pour transporter, à partir de 1937, les armes, mais aussi les hommes, vers la Catalogne. Parmi ces volontaires bien décidés à se battre aux côtés des républicains espagnols, se trouve un étudiant en médecine, Paul Pluvier, dont nous reparlerons plus tard. Les équipages de ces navires sont souvent recrutés sur place, à Marseille même. Le chef d'armement de cette compagnie s'appelle Arthur Dumay. C'est un militant communiste de la première heure. Marseille libre, et la presse de droite et d'extrême droite, dénonce avec vigueur ces livraisons d'armement qui, affirme-t-il, ne font que mettre de l'huile sur le feu et menacent la paix. Au contraire, Marcel Basset, membre du PCF et du syndicat des dockers, les juge nécessaires pour permettre à la République de se défendre, de vaincre les militaires factieux et, par voie de conséquence, de ramener la paix. Il n'hésite pas d'ailleurs à payer de sa personne en se rendant sur le terrain à la tête d'une délégation de parti de gauche auprès des républicains espagnols, et il trouvera la mort sur le Navarre, torpillé au large d'Aragone le 10 février 1937. La disparition tragique de cet homme très estimé par l'ensemble des Marseillais suscitera une émotion considérable dans la cité phocéenne. 7 jours plus tard, un grand cortège populaire accompagne sa dépouille de la Bourse du Travail au cimetière Saint-Pierre. Paul Barlatier lui-même, patron du journal Le Sémaphore, est présent lors de l'inhumation. André Giraud est également là, effondré, révolté,
car il avait beaucoup d'affection pour cet homme qui l'aida avec bienveillance dans les périodes difficiles, bien qu'il ne fît partie ni du syndicat des dockers, ni du parti. C'est à ce moment-là, semble-t-il, qu'André se détacha définitivement de son mentor, Xabiani, après la condamnation par celui-ci du soutien français aux républicains espagnols et son adhésion au Parti populaire français, PPF, de Jacques Doriot, dont le siège marseillais s'installa au 30 rue Pavillon, face à l'Amical Bar, propriété de l'un des parrains marseillais, Spirito. Désormais, Saviani sera l'ombre marseillaise de Doriot. Saviani, dira Carlo Rime pour s'en moquer, c'est Doriot avec l'accent de Fernandel. À la fin de 1936, ce sont des milliers de réfugiés espagnols qui débarqueront presque chaque semaine à Marseille. On a retrouvé, il y a quelques années, plus de 300 lettres très émouvantes écrites par des réfugiés espagnols installés en Provence. L'une d'elles, écrite en 1939, porte la signature de 7 mécaniciens internés au camp d'Argelès. Il demande au maire de Marseille son appui pour être embauchés dans une usine d'armement de la ville, ce qui leur permettrait de continuer en France à lutter contre le fascisme qu'ils avaient combattu en Espagne. Comme en juillet 1936, les dockers dans la cité phocéenne sont au premier rang de la solidarité qui monte en puissance. En 1937, l'aviation allemande, envoyée par Hitler et Mussolini, commence leur bombardement ravageur sur l'Espagne. Le 26 avril, la ville basque de Guernica est détruite par un bombardement de la Légion Condor dans le but de casser le moral des Basques et d'accélérer la chute de Bilbao, la capitale du Pays basque. On compte 1655 morts et plus de 800 blessés. Peut-être beaucoup plus. Cet épisode tragique sera immortalisé par Picasso dans sa monumentale toile encadrée par 2 femmes aux traits similaires, hurlant de douleur, l'une des œuvres les plus célèbres du peintre espagnol. Au cours de tous ces bombardements terriblement meurtriers, des centaines d'enfants basques et madrilènes sont mis à l'abri des bombes des aviateurs allemands et italiens dans des familles provençales. Martine et André Giraud sont les premiers à Marseille à accueillir pendant plus de 3 mois des enfants madrilènes, un frère et une sœur. André Giraud connaîtra son heure de gloire en 1938 en faisant la couverture de la revue Regard qui présentera les dockers de Marseille comme le symbole de la France au travail. Cette image correspondra certes à une réalité et soulignera le rôle du port de Marseille dans l'économie nationale, mais elle sera surtout, il faut bien le reconnaître, une réponse cinglante de l'hebdomadaire communiste aux propos tendancieux d'Édouard Daladier, appelant à remettre la France au travail et à revenir sur la loi de 40 heures, un des grands acquis du Front populaire pour la classe ouvrière. En mars, André Malraux sera promu ministre officiel de la propagande et des relations extérieures du gouvernement républicain et celui qui devient alors le colonel Malraux, sanglé dans son uniforme qu'il portera d'une manière un peu artiste, va se lancer à corps perdu dans le combat de la République espagnole traquée par le fascisme. Persuadé que l'aviation était la pièce maîtresse d'une guerre moderne,
il apportera aux républicains espagnols une vingtaine d'avions et constitua une escadrille de combattants étrangers qu'il va former et commander, une escadrille qui sera baptisée Espagne. Pendant près de 8 mois, le colonel Malraux emmènera ses hommes au feu, avec un courage physique exemplaire et une force morale qui aide à oublier qu'il ne savait même pas piloter un avion. Entre deux avions, entre une conférence et un meeting aux États-Unis où il récolte des fonds au profit des républicains, il travaille à son nouveau livre, L'Espoir, que Gallimard publiera en décembre 1937 et qui est pour moi son meilleur roman. Sa sortie coïncidera avec la destruction de Guernica. L'Espoir est aussi un excellent instrument de propagande pour la cause républicaine, et c'est un peu plus tard, dans Barcelone harcelé par l'aviation italienne, qu'il commencera à tourner en 1939 son admirable Sierra de Teruel, dans des conditions impossibles, un film remarquable qui recevra le prix Louis de Luc en 1945. L'Espoir d'André Malraux, c'est sans conteste le roman emblématique de la guerre d'Espagne, mais c'est aussi le roman de l'avion. Je voudrais vous lire un petit extrait de L'Espoir qui se situe à la fin du roman, au cours de la bataille de Guadalajara contre les Italiens alliés de Franco, dans lequel on retrouve Magnin, un ancien ingénieur, chef des mercenaires et des volontaires internationaux qui soutiennent l'aviation républicaine, un personnage dans lequel Malraux a mis le plus de lui-même. Il décrit superbement, me semble-t-il, l'ambiance psychologique régnant dans la carlingue d'un vieux bombardier. Soudain, comme s'il se fit glisser entre la neige blanche du sol et la neige sale des nuages, apparut le premier avion républicain. Puis, un à un, insolites, comme des miliciens blessés, apparurent les vieux avions qu'on n'avait pas vus depuis le mois d'août. Les avionnettes des Senoritos et les avions de transport, les courriers, les avions de liaison, l'ancien Orion de Leclerc et les avions écoles. Et les troupes espagnoles les accueillaient avec un sourire trouble, celui que leur eussent peut-être inspiré leurs sentiments d'alors. Lorsque cette délégation de l'Apocalypse fut arrivée en rase-neige contre les mitrailleuses italiennes, tous les bataillons de l'armée populaire qui attendaient encore reçurent l'ordre d'avancer. Et malgré le ciel bas et la neige menaçante, 3 par 3 d'abord, puis escadrille par escadrille, se cognant aux nuages comme des oiseaux à un plafond et redescendant, emplissant tout l'horizon visible qui n'était plus qu'un horizon de bataille, qu'un grondement qui faisait palpiter la neige sur la terre et sur les morts, barrant la ligne désolée des plaines obliques aussi sombres que les bois, se tendit comme une invasion de la formation de combat de 80 avions républicains. En bas, enfouis dans leurs manteaux, la tête sous le capuchon pointu, comme celui des Marocains, les républicains avançaient. Dans la charpie qui filait devant les avions, apparaissait une seconde route tremblante qui devenait une colonne motorisée italienne. Et le vent venait du côté des lignes républicaines. Magnin, de l'Orion, ne voyait plus si la colonne fuyait devant les capuchons, devant les tanks perdus dans les champs immenses, devant les avions, ou bien si elle était emportée par le vent,
comme les nuages sans fin, et le monde tout entier. Et pourtant, jamais il ne s'était senti à ce point crispé dans le combat, comme si les nuages et colonnes eussent été l'expression d'une même volonté mystérieuse, comme si canon, fascisme, ouragan l'eussent attaqué ensemble, comme s'il eût été séparé de la victoire par ce monde livide. Dans L'Espoir, comme dans La Voix royale, l'un de ses romans précédents, Malraux dénonce avec force la torture. Il fait dire à l'un de ses personnages, le général Hernandez, dont l'exécution par les franquistes est l'un des moments les plus bouleversants du roman, « Je n'attache pas à la mort une telle importance. À la torture, oui. » Je voudrais vous livrer également 2 réflexions des protagonistes dans ce roman remarquable. C'est le drame de toute révolution comme celle-ci. Les mythes sur lesquels nous vivons sont contradictoires. Pacifisme et nécessité de défense, organisation et mythe chrétien, efficacité et justice, et ainsi de suite. Nous devons les ordonner, transformer notre apocalypse en armée, ou crever. C'est tout. Chacun savait que pour ceux qui l'attendraient, sa propre mort ne serait pas autre chose que cette fumée de cigarette nerveusement allumée, où l'espoir se débattait comme quelqu'un qui étouffe. Mais revenons à présent à Marseille, où, en octobre 1937, Monseigneur Jean Delay succède à Monseigneur Dubourg à la tête de l'évêché de Marseille. Le nouvel évêque de Marseille, natif de Lorette, dans le département de la Loire, est un homme discret, réfléchi et ouvert, sans a priori, et qui entend mener à Marseille, dans un esprit de tolérance, ce qu'il considère comme une mission divine, avec peut-être une certaine naïveté. Au fil des mois, il va apprendre à connaître cette ville aux multiples facettes contradictoires, mais en fin de compte si attachante. Et comme son prédécesseur, va tout mettre en œuvre pour préserver la cohésion des catholiques et réconcilier les Marseillais dans un contexte difficile. Il n'hésite pas à parler avec tout le monde. Un jeune anarchiste qui, devant lui, étrille l'Église et le Christ avec virulence et lance en souriant. Vous ne savez donc pas, jeune homme, qui est le Christ. C'est un anarchiste qui a réussi. C'est le seul à ce jour. On retrouve cette réflexion dans la bouche de l'un des personnages de L'Espoir. L'évêque de Marseille aurait-il donc lu le livre de Malraux? Ce que l'on peut dire, c'est que le conflit espagnol, contrairement à ce qu'il espérait au début, ne favorisa pas malheureusement cette réconciliation. Au contraire, il va contribuer fortement à développer dans les milieux de droite la peur des rouges et la xénophobie, et dans ceux de gauche, l'amalgame entre droite et fascisme et l'anticléricalisme. En fait, l'anticléricalisme à Marseille est surtout le fait, non pas du Parti communiste, comme le pensait Monseigneur Delay, mais du Parti radical et de son chef de file, Édouard Daladier. Le Parti communiste et son principal leader, Jean Christofol, souhaitent ardemment que tous les gens de bonne volonté, les catholiques, la droite modérée et libérale,
les associations humanitaires, religieuses et laïques s'unissent pour que le spectre du fascisme soit chassé d'Espagne. Il est entendu par quelques-uns, mais on ne peut que constater la grande frilosité de la majorité des Marseillais qui, tout en s'associant à la douleur des victimes des exactions des militaires en Espagne et en se mobilisant pour les aider matériellement, préfèrent ne pas s'engager plus avant. Après celle de juin 1937, une nouvelle délégation quitte Marseille pour Madrid par voie terrestre le 3 décembre. Elle comporte un nombre important de responsables de l'Union départementale CGT. Cette délégation parcourt l'Espagne sur plus d'1 millier de kilomètres, traversant villages et villes, jusqu'à la ville la plus près du lieu essentiel des combats, la capitale, Madrid. Si le conflit espagnol divise une partie des Marseillais, comme nous l'avons vu, il favorisa un extraordinaire engouement pour l'Espagne, son peuple, sa culture, sa musique, sa littérature. La figure emblématique de l'Espagne à cette époque est Federico García Lorca, le grand poète et dramaturge espagnol qui sera fusillé par les troupes franquistes à Grenade en août 1936. Jean Ferrat, en décembre 1960, écrira en hommage à Lorca une chanson dont beaucoup d'entre vous sans doute connaissent le refrain. Les guitares jouent des sérénades dont les voix se brisent au matin. Non, jamais je n'atteindrai Grenade, bien que j'en sache les chemins. Parmi les nombreuses grandes plumes françaises qui admiraient alors Lorca, on peut citer André Malraux, mais aussi un autre poète qui était lui aussi amoureux de l'Espagne. C'est Jean Cocteau. Jean Cocteau qui n'était pas un homme du Midi. Il était né à Maisons-Laffitte, mais il aimait ardemment le sud, son ciel lumineux, le soleil brûlant, qu'il accueillait comme le sauvage à plat ventre sur le rivage. Il aimait aussi Marseille, peut-être parce qu'elle était comme lui enthousiaste, généreuse et anticonformiste. On sait par ailleurs que Cocteau appréciait depuis son enfance la musique et la chanson, ainsi que toutes les formes de spectacle, depuis le cirque de son enfance jusqu'aux courses de taureaux et aux corridas. Il était émerveillé par le cérémonial, les couleurs chatoyantes et l'ambiance toute particulière des corridas qu'il avait découvert en 1909 à San Sebastián lors d'un séjour estival chez les Rostand à Arnaga. Il précisera à Roger Stéphane, dans un entretien à la télévision en 1963, « Les corridas, nous y allions parce qu'on habille le torero comme un fiancé pour ses noces. Et puis, il entre dans l'arène et il s'agit pour lui de tuer l'ambassadeur de la mort pour que la mort ne vous épouse pas. » Le 19 juillet 1938, Jean Cocteau publie dans Ce Soir un texte que l'on retrouvera en marge de La fin du Potomac, titré Marseille espagnole, dans lequel il évoque le spectacle à Marseille d'une corrida remarquable dans laquelle on retrouvait le vieux cérémonial espagnol avec ses règles, son quadrille dramatique et théâtral, cette danse pathétique avec la mort qui débute par les capes jaunes et pourpres dont le Mistral dérange la chorégraphie. Quelquefois, le taureau semblait réaliser qu'il participait à une sorte de cérémonie sacrificielle, et une fois le coup reçu, il oubliait sa fureur
et s'agenouiller devant son bourreau. À son tour, celui-ci s'agenouillait et se couchait à ses côtés, comme pour communier avec lui à cette mystérieuse et flamboyante liturgie. Le drame prenait immédiatement le large, écrit alors Cocteau. Il perdait son aspect d'abattoir ou de crime. Isolé, sourd, aveugle au centre des acclamations, l'homme et la bête chamarrés de broderies et de banderilles paraissaient imbibés de leur propre sang, l'étoffe morte, la bête inclinée en désordre vers l'homme les terribles roses ternières de son encolure. On ignore la date exacte de cette corrida marseillaise, mais ce que l'on sait, c'est que, dans les années 30, les corridas étaient nombreuses et très prisées dans la cité phocéenne. La longue histoire de presque 2 siècles, histoire de passion et de fureur entre Marseille et les taureaux, avec des épisodes parfois drôles, parfois tragiques, quelquefois grands, souvent excessifs, à l'image de la ville, commença en 1770 dans une simple enceinte de bois montée hors des remparts de la ville, à la plaine Saint-Michel, et se termina en 1962 dans les arènes démontables au boulevard de Paris. De 1770 à 1962, à Marseille, c'est presque 200 ans de spectacles taurins, à défaut d'être toujours corrida, qui attisèrent une passion grandissante de plusieurs générations de Marseillais pour les taureaux. Une passion dont les répercussions furent aussi d'ordre économique pour la ville. 22 journaux taurins seront édités à Marseille, dont la première revue Tauromachique en 1887. Les fameuses arènes du Prado attirèrent certains jours jusqu'à 15 000 spectateurs, et même si elles s'effondrèrent le jour même de leur inauguration, faisant 27 morts et 174 blessés graves, les rendant dramatiquement célèbres dans l'histoire de la ville, elles s'inscrivaient de façon pérenne, de même que celle des Catalans, baptisée arène provençale, dans le patrimoine culturel de Marseille. La cité phocéenne, durant ces 2 siècles, renoua, à travers elle, avec d'autres cultures des Suds, à commencer évidemment par la culture espagnole. Durant ces 2 siècles, on ne comptera pas moins de 18 sites ou arènes installés ou construits dans Marseille et dans lesquels des générations de Marseillais purent assister, bien sûr, à des corridas, mais aussi à de très nombreuses courses provençales, presque une spécialité marseillaise, à des manifestations équestres et même à des combats de boxe. À côté des sites officiels, on pouvait aussi assister à des spectacles taurins dans des endroits aussi divers qu'inattendus. À côté de la place Castellane, en 1819, puis sur la place Jules Guesde, en 1834, au Château des Fleurs, sur l'actuel boulevard Michelet, en 1861, et en 1872, au nord de la porte d'Aix, et même en 1878 dans un théâtre, le théâtre Valette, situé alors rue Paradis. C'est à ma connaissance le seul théâtre ayant tenté l'expérience, pour le moins surprenante, de la tauromachie. Encore faut-il faire exception des taureaux apparus sur la scène de l'Alcazar pour les représentations de l'eau Tamenca et sur celle du Palais de Cristal. Pourquoi ces très belles courses deviennent-elles du cirque? S'interroge Cocteau dans Marseille espagnole. Pourquoi le pot pourri de Carmen est-il drôle? Et drôle le taureau qui refuse le cheval et sa housse de vieux fauteuil,
Et drôles les valets de piste qui se sauvent, qui escaladent les planches. Dépassés sans doute par le drame réel, il subsiste peu de choses, fort peu de choses du drame espagnol. Tant c'était si bien que la touche exacte fut mise par Maurice Chevalier lorsque, en échange de l'oreille, il jeta au vainqueur la fameuse casquette de Prosper. Cocteau, qui passera plusieurs mois d'été à Marbella, en Andalousie, durant les 10 dernières années de sa vie, était sensible à la culture espagnole et il appréciait particulièrement le flamenco, qui, écrira-t-il, n'est ni un chant ni une danse, mais une certaine allure, une manière d'être. Et ce peuple espagnol, des gens mystérieux qui semblent cracher des fleurs de feu et trépignent pour les éteindre. Il déplorera les souffrances de ce peuple et admirera la dignité avec laquelle il sut affronter les épreuves de la terrible guerre d'Espagne. Ces douloureuses épreuves qui ne feront que s'accentuer malgré la solidarité de beaucoup et seront annonciatrices de l'épouvantable conflagration qui allait embraser le monde. Beaucoup d'écrivains et d'intellectuels français soutiendront le combat des républicains espagnols. J'ai parlé d'André Malraux, sans doute le plus célèbre. Je voudrais citer aussi un autre écrivain qui lui pourtant venait de la droite extrême et milita très jeune dans les rangs de l'Action française. C'est Georges Bernanos. Installé aux Baléares pour des raisons financières, lorsque la guerre civile éclate, il est rapidement horrifié par la répression franquiste, et lui qui était un fervent catholique est désespéré de constater la complicité du clergé local dans cette répression. En janvier 1937, il évoque dans sa correspondance l'arrestation par les franquistes de quelques pauvres types simplement suspects de peu d'enthousiasme pour le mouvement franquiste. Les malheureux étaient amenés dans des camions et alignés le long d'un mur expiatoire, criblé de sang, au pied duquel des cadavres flamboyaient au soleil. Et il ajoute: l'ignoble évêque de Majorque laisse faire tout ça. Bernanos commence alors à rédiger Les grands cimetières sous la lune, violent pamphlet antifranquiste qui aura en France, et particulièrement à Marseille, un grand retentissement lors de sa publication en 1938. Quelques jours après la sortie de ce livre, qui, comme L'Espoir, est un témoignage important sur la guerre d'Espagne, il apprend que sa tête est mise à prix par Franco, et il s'exile un temps au Brésil avant de rentrer en France le 20 juillet, 2 mois avant les accords de Munich. Dans Les grands cimetières sous la lune, il dénonce avec virulence la toute-puissance des imbéciles et des bien-pensants, la résignation petite bourgeoise, l'idolâtrie de l'ordre établi et l'ignoble prestige de l'argent. En mai et juillet 1937, François Villou effectue une mission en Espagne au nom de l'Internationale communiste. Il s'occupe alors directement des brigades internationales en remplacement provisoire d'André Marty, l'inspecteur général des brigades internationales. À la fin de l'été 1938, la Catalogne est conquise par les troupes franquistes. En novembre 1938, la femme de Dumay, Agnès, meurt à Madrid lors d'un bombardement. Sa disparition tragique sera l'occasion de l'une des dernières grandes manifestations marseillaises à propos de la guerre.
car, à Marseille, une certaine lassitude se fait jour dans la population marseillaise, qui se traduit par la diminution du nombre de participants aux meetings en faveur de l'Espagne républicaine. Les grandes espérances ne sont pas mortes. L'Espagne n'est pas abandonnée. Mais les temps changent, les préoccupations aussi. La crainte de la guerre avec l'Allemagne divise les Marseillais, comme elle divise les partis politiques. Par ailleurs, Marseille prend conscience de ses faiblesses et de celles de ses gouvernants, tant sur le plan local que sur le plan national. Le terrible incendie des Nouvelles Galeries, en octobre, alors même que se tient à Marseille le congrès du Parti radical, met le doigt sur les problèmes de la ville, mais aussi sur l'hostilité de l'État à son encontre. Il va contribuer à recroqueviller les Marseillais sur eux-mêmes, et le découragement gagne l'ensemble de la population, voire une certaine résignation, qui n'est pourtant pas dans ses habitudes. Ils ressentent par ailleurs la défaite de la République espagnole, qu'un grand nombre d'entre eux avaient soutenue. Ils la ressentent durement. En effet, en Espagne, la situation se détériore rapidement pour les républicains. Les défaites succèdent aux défaites. Et en janvier 1939, Barcelone tombe aux mains du général Franco. Des milliers, puis des centaines de milliers de Catalans civils et armées républicaines en déroute, bombardés par l'aviation franquiste, fuient l'Espagne et se dirigent vers le sud de la France dans le dénuement le plus complet. À Marseille, 2 navires hôpitaux, le Patria et la Providence, sont ancrés dans la rade. Une équipe d'externes y soigne pendant plusieurs semaines les innombrables blessés. Parmi eux se trouve un jeune médecin, Jean Marot, qui sera à la Libération directeur de l'assistance publique de Marseille. En février 1939, Madrid tombe à son tour après 2 ans de combats acharnés et d'intenses bombardements par la légion allemande Condor, qui larguera plus de 21 tonnes de bombes sur l'Espagne en un peu moins de 3 ans. Le reste de l'Espagne est enlevé dans le mois. Les derniers combats, particulièrement meurtriers, se déroulent à Alicante. Le 1er avril, Franco fait diffuser depuis Burgos un communiqué de victoire, annonçant que les armées nationalistes ont atteint leurs objectifs militaires et que la guerre est terminée. Elle aura fait dans les 2 camps près de 450 000 morts. Suivront les innombrables victimes de la répression après la déroute des républicains. Une répression qui se poursuivra jusqu'en 1975 avec la mort de Franco en novembre. Tandis qu'en Espagne, en avril 1939, les troupes franquistes paradent dans les rues de Madrid et dans tout le pays, à Marseille, très engagé aux côtés de la République espagnole, on s'interroge et on s'inquiète, et sa défaite est rudement ressentie. Par ailleurs, la population est préoccupée par les mesures prises par le gouvernement Daladier à l'encontre de notre ville. Ces mesures sont perçues comme un retour en arrière, accompagné d'une suppression des libertés municipales. La mise sous tutelle de la ville sera ressentie comme une humiliation. Elle durera jusqu'en 1945. Je voudrais à présent vous raconter une belle histoire d'amour.
Une belle histoire d'amour entre un Marseillais et une Espagnole. Une histoire d'amour qui, malheureusement, comme beaucoup de belles histoires d'amour, se termine tragiquement. Parmi les volontaires français qui, dès 1937, partirent se battre en Espagne auprès des Républicains depuis le port de Marseille, j'ai cité le nom d'un étudiant en médecine marseillais, Paul Pluvier. Né à Sainte-Marthe, où son père gérait une petite pharmacie, le jeune homme fut, semble-t-il, de tous les combats des républicains espagnols durant cette guerre épouvantable, notamment dans ce que l'on a appelé le siège de Madrid, et qui englobe l'ensemble des batailles successives qui eurent pour scène la province et la ville de Madrid, et se déroulèrent de novembre 1936 à la fin de mars 1939. En mai 1938, le siège de Madrid se resserre et la population souffre de plus en plus des attaques nationalistes et du manque de munitions et de nourriture. Les pertes humaines sont considérables et la population est soumise à des bombardements de plus en plus intenses de l'artillerie et de l'aviation. Elles n'ont jamais pu être précisément comptées, mais l'historien britannique Hugh Thomas, auteur en 1961 de The Spanish Civil War, la guerre civile espagnole, les estime à environ 10 000 dans les deux camps. Polo, comme l'appelaient ses camarades, est grièvement blessé en juin lors d'un bombardement et doit être amputé de la main droite. Il est soigné à l'hôpital clinique San Carlos. Une jeune infirmière est alors particulièrement aux petits soins avec lui. Elle avait des yeux sombres, magnifiques, et de longs cheveux noirs. Quand il la vit la première fois, il resta longuement interdit, subjugué par sa beauté. Elle a fait battre plus vite son cœur, et malgré sa détresse et sa souffrance physique, il est heureux et ne dissimule pas son émotion quand elle est à ses côtés. Au fil des jours, elle est de plus en plus attentionnée. Elle semble partager son bonheur. Elle commence à lui parler d'elle. Elle a 22 ans, est native de Cordoue, en Andalousie, et s'appelle Adela Garcia. Paul en est persuadé. Il venait de rencontrer, dans ces tragiques circonstances, celle qui serait assurément la compagne de sa vie. C'est le début d'une belle histoire d'amour entre le petit Marseillais de Sainte-Marthe et la belle Andalouse, une histoire d'amour sur fond de tragédie, au cœur d'une Espagne déchirée et épuisée. Dès sa sortie de l'hôpital, Paul sent l'étau se resserrer sur lui. Il doit se cacher car il risque d'être arrêté et emprisonné. Adela le cache et l'aide à surmonter l'épreuve morale de l'amputation. L'amour qu'elle lui porte est la meilleure des thérapies. Paul n'a alors plus qu'une idée qui devient obsédante. Revenir à Marseille, revoir ses amis et sa famille, et peut-être reprendre ses études médicales. Après bien des difficultés et des dangers, il y parvient en septembre 1939. Mais il ne revient pas seul. Adèle est auprès de lui, toujours dévouée et aimante. Il retrouve Marseille en plein bouillonnement. La cité phocéenne entre dans la guerre. Et il faut bien dire que les Marseillais ne partent pas se battre la fleur au fusil. Alors, Paul Pluvier, comme s'il avait le sentiment que le temps lui était compté, demanda sa main à Adela. Et la date du mariage fut fixée. Ce sera
le 28 juin, jour de son anniversaire. Et le temps s'écoula lentement dans une atmosphère étrange. À Marseille et dans toute la France, depuis plusieurs semaines, c'est l'attentisme. Depuis la déclaration de guerre par le Royaume-Uni et la France à l'Allemagne nazie, on assiste véritablement à une drôle de guerre. L'expression est de Roland d'Orgelès. Les belligérants s'observent en chiens de faïence et les hostilités se réduisent à quelques escarmouches. Rien ne se passe. Mais, en mai 1940, soudainement, les troupes allemandes se ruent sur le pays, appliquant la tactique de la Blitzkrieg, guerre éclair. Et le 1er juin, l'aviation allemande bombarde Marseille et son port au moment même où le bataillon des marins-pompiers, créé au lendemain de l'incendie des Nouvelles Galeries, quittait sa caserne provisoire de la rue de Lyon pour prendre possession de celle du boulevard de Strasbourg. On relève 32 morts et une soixantaine de blessés. Sans qu'ils ne s'en réjouissent, l'effondrement du régime n'affecte guère les Marseillais. Comment, en effet, éprouver de la compassion pour une république hautaine et donneuse de leçons qui a si profondément humilié la cité phocéenne? Profitant de la déroute militaire, le 10 juin, Mussolini déclare la guerre à la France. L'attaque italienne est qualifiée, par les Marseillais à l'époque, de coup de poignard dans le dos. Il semblerait que Marseille redoute alors que l'Italie s'attaque à elle. Elle n'a pas tort. Les 21 et 22 juin, 3 jours après l'appel depuis Londres du général de Gaulle, invitant la France et les Français à la résistance, l'aviation de Mussolini pilonne Marseille en 2 vagues successives, faisant 140 victimes civiles. Parmi ces victimes, Paul Pluvier, qui avait déjà de peu échappé à la mort 2 ans plus tôt, en juin 1938, à Madrid. Une semaine plus tard, le corps sans vie d'Adela est repêché dans le port de Marseille. L'enquête sur les causes de sa mort privilégie le suicide. La noyade, dit-on, est le moyen le plus utilisé pour mettre fin à ses jours, et est encore de nos jours, d'après une récente étude statistique, la plus fréquemment réussie, et la 3e cause de décès de suicide chez les femmes, après la pendaison et l'empoisonnement. Le suicide d'Adela est confirmé 2 jours après par une lettre qu'elle avait adressée aux parents de Paul et qui expliquait son geste de désespoir. Elle se terminait ainsi. Je ne pourrai jamais vivre sans lui. Je vais le retrouver. L'amour et la mort seront toujours étroitement liés durant ces années terribles. Quelques lignes prémonitoires de Bernanos en 1938, dans les grands cimetières sous la lune, me serviront de conclusion. La tragédie espagnole est un charnier. Toutes les erreurs dont l'Europe achève de mourir et qu'elle essaie de dégorger dans d'effroyables convulsions viennent y pourrir ensemble. Un tel cloaque, image de ce que sera demain le monde. Je vous remercie.